Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur un vidéoprojecteur ultra courte focale, le BenQ V7050i. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne suis toujours pas dans la possibilité de vous donner une date de sortie officielle pour l'Europe, en sachant qu'ici aux États-Unis il est sorti il y a quelques semaines maintenant. J'en avais précommandé un modèle, je l'ai reçu, je l'ai testé depuis au moins presque un mois maintenant. Et du coup, je vais vous donner mon avis, mon retour d'expérience d'un utilisateur réel, car si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous donne l'info. Si vous êtes un habitué, vous savez comment fonctionne la boutique. Ici, on achète tous les produits et on les teste en conditions réelles. Il n'y a pas de partenariat ou de sponsoring ou quoi que ce soit. Je vous dirai donc ce que j'en pense réellement par rapport au prix d'achat qui aujourd'hui ici est de 3500 $ hors taxe, donc vous rajoutez la TVA. En général, on a une équivalence parité euro-dollar qui se fait sans la TVA, donc prévoyez une sortie en Europe autour de 3500 €. Ce projecteur BenQ ultra courte focale que j'ai associé à un écran Elite Screen Akia Screen, on en reparlera tout à l'heure parce qu'en fait c'est la même chose. Et tout ça pour remplacer mon vieillissant projecteur Optoma UHD 60 qui était un projecteur 4K dont je n'ai jamais vraiment été très content, que ce soit par rapport à son étalonnage. Il faut dire que la calibration avait toujours été un enfer, que les heures passant, la puissance de la lampe changeant, le calibrage se perdait. C'est un projecteur aussi qui avait la fâcheuse tendance à perdre le focus, la netteté de l'image par rapport au fait que la lentille chauffe et se refroidit à chaque fois que vous allumez, vous éteignez l'écran et c'était quelque chose de très désagréable. Enfin bref, je n'ai jamais vraiment été très content de ce projecteur-là que j'avais acheté il y a presque 4 ans maintenant et j'avais très envie de le remplacer par un autre projecteur ultra courte focale cette fois-ci, avec un écran technique pour pouvoir en particulier regarder du contenu pendant la journée lorsque le soleil est au zénith, étant donné que c'est quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire avec l'ancien projecteur, à savoir que dans notre salon nous n'avons pas de télévision, on utilise le projecteur comme télévision, et que durant la journée c'était tout à fait impossible de regarder le moindre contenu. Alors le choix du projecteur ultra courte focale résulte de plusieurs semaines, mois de réflexion. Je vais donc vous livrer mon ressenti, pourquoi ce modèle-là plutôt qu'un autre, et surtout, est-ce qu'il a répondu à notre attente principale, à savoir pouvoir regarder la télévision pendant la journée lorsque le soleil est là. Petit disclaimer aussi, je ne vous donnerai pas de réglage particulier, étant donné que ce projecteur est déjà livré calibré et que les réglages d'usine sont déjà extrêmement bons. La plupart des tests sérieux qui ont été faits dessus montrent que la différence de delta E par rapport à la colorimétrie attendue est infinitésimale, impossible à percevoir à l'œil. Du coup, lorsque vous allumez le projecteur la première fois, vous n'aurez aucun réglage à faire et ça c'est fortement apprécié. Merci BenQ. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes à une étape de votre vie où vous dites est-ce que je change de télévision sur par exemple un écran OLED en très grande taille, donc 83 pouces, ou est-ce que je passe sur la vidéoprojection avec soit un projecteur en fond de salle, soit un ultra courte focale que vous pouvez poser en dessous du mur de projection. Moi c'est le cas que j'avais, je me demandais si j'allais passer sur une TV LG OLED C1 83 pouces qui est vendue ici à peu près 5000, voire suivant les périodes 6000 $. Il y a des gros mouvements au niveau des disponibilités, du coup, on va dire autour de 5000 $, donc à peu près 5000 €. Et cet écran ultra courte focale, après ils sont quasiment tous au même prix, sauf si vous tapez sur du très très haut de gamme comme LG par exemple. Mais disons qu'on est toujours sur une fourchette entre 2799 et 3500 $ pour les produits les plus abordables. Moi, le choix se portait donc entre 3 modèles ultra courte focale, à savoir le VAVA 4K, en sachant que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, ils sont en train de présenter sur Indiegogo un nouveau modèle censé remplacer l'ancien, un modèle avec 3 lasers pour éviter la roue chromatique. Le produit suivant, c'était le Optoma Cinema P2, qui est un produit que je regardais depuis un petit moment, qui répondait à pas mal de mes attentes. Et je savais, au fur et à mesure de mes recherches, que BenQ était en train de préparer aussi un produit, à savoir que BenQ fait des vidéoprojecteurs depuis très longtemps, généralement offrant un très bon rapport qualité-prix, et j'étais curieux de savoir ce qu'ils allaient proposer. Le choix était donc pour moi de décider, est-ce que je prends une télé OLED en 83 pouces, qui me permettait d'avoir une qualité d'image tout à fait extraordinaire, mais limité à 83 pouces,
avec bien sûr la capacité de regarder la télé pendant la journée malgré les reflets sur la dalle, ou en restant sur de la vidéoprojection, mais à savoir que voilà, l'image ne serait jamais aussi vibrante qu'avec une télé, mais on conservait la taille qu'on avait actuellement qui était de 120 pouces, qui quand même offre une immersion lorsqu'on regarde des films qui est tout à fait inégalable. Les points que je voulais par contre absolument conserver par rapport à mon ancien projecteur, ou plutôt obtenir, à savoir que l'ancien Optoma UHD 60 n'était pas compatible 3D, et que moi j'aime beaucoup la 3D, du coup je voulais impérativement dans mon cahier des charges avoir un projecteur qui fasse de la 3D. Il me fallait également un projecteur le plus silencieux possible, parce qu'avoir un bruit de ventilateur derrière ses oreilles ou devant soi pendant qu'on regarde du contenu, c'est pas forcément le plus agréable. Je souhaitais également avoir la possibilité, dans certains cas précis, d'avoir de l'interpolation d'image. Alors là, les puristes vont crier au scandale. L'interpolation d'image, quand elle est bien gérée, en général, les projecteurs qui le font bien proposent 3 niveaux, donc faible, moyen et haut. Si vous le mettez en faible ou en moyen, ça permet pour les films d'avoir un lissage de l'image et supprimer cet effet de saccade, sans pour autant avoir l'effet caméscope qui est absolument abominable. Les rois dans ce domaine, pour moi, ça restera toujours Sony, sur leur vidéoprojecteur, qui avait une interpolation d'image qui était incroyable, c'est-à-dire qu'elle était quasiment pas perceptible, mais l'image était parfaitement lissée, et c'était vraiment très bien. Et il y en avait aussi un autre, qui est tout con, à savoir que les vidéoprojecteurs à ultra courte focale projettent par le dessous. Vous avez donc le laser et donc la vitre et la lentille qui sont à l'horizontale, et que la nature étant ce qu'elle est, la poussière tombe sur la lentille et finit par la salir. J'avais donc regardé un petit peu partout s'il existait des produits qui permettaient de protéger le dessus du vidéoprojecteur lorsqu'il n'était pas utilisé. Je cherchais quelque chose en dur, une coque, un petit peu comme si vous aviez eu à l'époque des platines, alors pas vinyle, mais les platines CD, Pioneer ou les tables de mixage. Ils vendaient des decks, des protections, des coques en plastique qui permettaient de protéger votre équipement. Alors, ça s'enlève, ça se remet, c'était très pratique. J'ai cherché un peu la même chose pour le Optoma en particulier. Impossible, j'ai trouvé que des housses en tissu, mais bon, c'était pas du tout ce que je cherchais. Et ce qui a fait le déclic chez BenQ, c'est que, comme vous l'avez vu sur l'intro et comme vous le reverrez là pendant que je parle, sur les images, eh bien en fait il y a cette espèce de tiroir qui, lorsque vous allumez le projecteur, s'ouvre et quand vous l'éteignez, se ferme. Ce qui fait que lorsqu'il n'est pas utilisé, la poussière ne vient pas s'accumuler sur la lentille. Pendant que je parle de lentille, je vous raconte aussi un petit peu les déboires que j'ai eu avec le premier projecteur que j'ai acheté, sachant que quand j'ai reçu mon BenQ, je l'ai installé et malheureusement il présentait un défaut très désagréable, à savoir qu'il y avait de la poussière sous la lentille de projection, ce qui causait des artefacts très désagréables, en particulier lorsque l'image était sombre à l'écran. Et du coup, BenQ m'a envoyé un deuxième exemplaire, j'ai fait un échange en passant par la garantie, et ce nouvel exemplaire ne présente plus ce défaut. Donc c'était un cas isolé, mais si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à faire marcher la garantie, c'est pas du tout quelque chose qui est normal. De la même manière, je romps aussi un mythe, une erreur que l'on trouve sur la plupart des reviews qu'il y a eu sur internet, en sachant qu'elles sont toutes pour l'instant en anglais évidemment. Elles sont toutes de la part de personnes qui ont reçu gratuitement le projecteur de chez BenQ, donc méfiance, vous savez ce que je pense de ce genre de choses sur ma chaîne. La plupart des défauts ont été donc masqués dans toutes ces reviews, je vais donc vous les donner aujourd'hui. Le principal, c'est sur la résolution, où tous disent véritable 4K, etc. Ce n'est pas vrai. C'est bien une puce DLP de chez Texas Instruments à obulation, c'est-à-dire qu'ils utilisent des matrices qui ne sont pas 4K, mais en faisant bouger les micro-miroirs très rapidement, c'est imperceptible à l'œil. L'image finale obtenue à l'écran, c'est bien de la 4K, mais ce n'est pas une matrice 4K native. Pourquoi je précise ça? Parce que ça a deux défauts. Le premier, c'est que les micro-miroirs peuvent se bloquer, c'était le cas pour moi pour mon ancien projecteur Optoma, où j'avais des micro-miroirs de temps en temps qui se bloquaient. Le résultat à l'écran, c'est quoi? C'est que vous avez la même sensation qu'un pixel mort sur un écran LCD, c'est-à-dire que vous avez des pixels qui restent blancs. Des fois ça se débloque, des fois ça reste bloqué. Mais voilà, c'est un défaut de cette technologie. L'autre défaut de cette technologie, c'est que autour de l'image projetée réelle, vous allez avoir un halo lumineux qui est présent sur tous les projecteurs qui ont cette technologie, qui fait environ 5 cm, qui était extrêmement gênant sur mon ancien Optoma. C'est pour ça que j'avais pris un écran avec un gros cadre en velours autour pour pouvoir absorber ce surplus lumineux et avoir mon image qui remplissait parfaitement le cadre. Aujourd'hui, sur ce projecteur ultra courte focale, le défaut est strictement le même, bien qu'il soit moins perceptible, parce que j'ai l'impression que le cadre lumineux est moins lumineux. Mais attention, si c'est un défaut pour vous, quelque chose qui peut être bloquant,
ce projecteur présente ce défaut-là, vous aurez donc un cadre lumineux autour de l'image projetée. Donc ça, c'est des choses que vous n'aurez pas, que vous ne verrez pas, qui ne sont pas dites dans les tests et que je me permets moi de vous donner. Étant un petit peu puriste, je vous donne tous ces défauts. De la même manière, l'image va présenter obligatoirement une distorsion sur sa partie supérieure. Vous ne pouvez rien y faire, vous pouvez passer autant d'heures que vous voulez, c'est une distorsion qui est due à la technologie employée, n'oubliez pas que l'image est projetée par le dessous, et du coup, le haut, vous avez une légère distorsion, alors c'est totalement imperceptible lorsque vous regardez du contenu, ça se voit lorsqu'on met la grille d'alignement par rapport à la géométrie, mais voilà, ne comptez pas avoir une image parfaitement rectangulaire, il y aura forcément ce petit défaut. Vous voyez le même défaut dans toutes les vidéos de présentation du produit. Je pensais au départ que les personnes qui avaient fait les reviews n'avaient pas pris suffisamment le temps de calibrer le produit, de l'installer comme il faut, étant donné que souvent ils font les reviews un peu à la chaîne. Bon, même en y passant des heures, vous n'aurez pas une géométrie parfaite, donc sachez-le. De la même manière, vous verrez sur la vidéo, sur mon écran, je n'ai pas rempli donc la totalité de mon écran, étant donné que j'ai préféré garder le halo lumineux à l'intérieur de l'écran de projection et ne pas le laisser sortir, étant donné que pour moi c'est quelque chose qui est très distrayant et qui perturbe, entre guillemets, mon visionnage de contenu. Alors, quoi vous dire dans le détail maintenant sur ce vidéoprojecteur? Est-ce que c'est un bon achat, pas un bon achat? Déjà, objectif numéro 1, pouvoir regarder du contenu pendant la journée, et là je dois dire que c'est assez bluffant. Bien sûr, il va falloir obligatoirement le coupler à un écran technique. Un écran technique, c'est quand même onéreux. Donc moi, j'avais choisi la marque Elite Screen, qui est l'une des meilleures marques aujourd'hui disponibles sur le marché, en sachant que ici ils le vendent sous deux appellations, la marque principale et une sous-marque, entre guillemets. J'avais contacté, moi, Elite Screen ici, parce qu'ils étaient en rupture de stock permanente, savoir s'ils avaient des idées au niveau du délai de réapprovisionnement, etc. Et en fait, la personne que j'avais eue m'avait dit, vous pouvez acheter des écrans qui s'appellent Akia Screen, en fait, c'est les mêmes produits, c'est nous qui les fabriquons, ça part du même entrepôt, voilà, c'est juste entre guillemets, une sous-marque que l'on utilise. Et effectivement, il y a bien quelqu'un sur Reddit qui a acheté les deux produits, parce qu'il comprenait pas, parce qu'il y a un écart de prix d'à peu près 400 $ ici, comprenait pas quelle était la différence entre les deux, il a démonté les deux produits, enfin il les a montés, il les a installés, et en fait les produits sont strictement identiques en tout point, à savoir que quand vous recevrez l'écran, moi c'était le cas pour le mien, vous avez donc un numéro de série qui est accroché sur l'arrière, et plusieurs photos, donc une série de 8 photos en très haute définition, vous indiquant que la dalle a été inspectée donc de partout, qu'elle ne présente absolument aucun défaut avant son envoi, et que si jamais elle est devenue inutilisable ou défectueuse parce que vous avez abîmé le matériel en le manipulant, ceci n'est pas couvert par la garantie, qui ne sera pas échangé. Voilà, donc vous avez bien deux paires de gants qui vous ont fourni avec, l'indication qu'il ne faut absolument pas toucher la toile, parce qu'en fait vous avez des micro-rainures qui sont censées vous renvoyez, vous, spectateur, la lumière qui vient du dessous, mais rejetez toute la lumière ambiante, c'est pour ça qu'on peut utiliser le projecteur en pleine journée. Mais voilà, c'est un matériau qui est extrêmement fragile, donc beaucoup de précautions pendant que vous le manipulez, que vous l'installez. De la même manière, pour un écran de vidéoprojection classique, quand vous avez un setup normal, donc vous projetez par derrière, en général, on installe l'écran, ensuite on met son vidéoprojecteur, et puis on fait son réglage de trapèze, de hauteur, de gauche, droite, etc. Ici c'est totalement impossible, je vous invite donc à installer le projecteur sur son support d'abord, et en fonction de l'image projetée, de la hauteur de projection, parce que la hauteur de projection est fixe, vous allez pouvoir installer votre écran en fonction. À savoir que BenQ propose sur son site internet un calculateur au niveau des réglages et des dimensions. Faites attention, il y a un tout petit défaut, c'est qu'en fait le calculateur prend comme hauteur du projecteur la hauteur du laser et non pas la hauteur des pieds, donc vous avez toute la hauteur du projecteur à prendre en considération. C'est un petit défaut, je crois que ça fait 3 inches ici en inch aux États-Unis, donc ça doit faire à peu près 8 cm en France, donc prévoyez un décalage parce que ce calculateur n'est pas juste. L'installation de ce projecteur n'est pas des plus faciles, étant donné que la distance par rapport au mur va dépendre de la taille de projection. Vous pouvez projeter sur un écran de 100 pouces ou sur un écran de 120 pouces. Et plus votre écran va être grand, plus il va falloir reculer le projecteur. Le projecteur BenQ propose deux petites réglettes qui sont cachées à l'intérieur, qui se tirent pour pouvoir le placer de manière approximative sur son support. C'est pas quelque chose d'indispensable, il faudra mieux prendre un mètre et mesurer. Mais voilà, il n'y a pas de réglage électrique, de correction électrique de la hauteur, de droite, gauche, etc. Donc c'est vous manuellement, en bougeant physiquement le projecteur,
qui allait changer la géométrie, la taille de l'image, etc. Donc ça demande un peu de doigté, ça demande un petit peu de temps. Fort heureusement, si vous devez régler la hauteur, parce que vous avez mis votre écran un peu trop haut ou un peu trop bas, les pieds ont une hauteur de réglage qui est très très conséquente et ça vous permet de vraiment le régler aux petits oignons, mais prévoyez une bonne heure juste pour régler la géométrie de l'image, parce que dès que vous allez bouger à peine d'1 centimètre, ça va vous faire un décalage de 5 cm au niveau de la projection. Donc c'est vraiment au millimètre et tout se fait à la main, il n'y aura que le réglage du focus, donc on va dire du zoom de netteté qui se fait de manière électrique avec la télécommande, mais tout le reste se fait manuellement à l'ancienne. Voilà, il n'y a pas de correction que vous pourrez faire au niveau du pitch, entre guillemets, avec un réglage interne. Il y a par contre une correction de trapèze que je vous déconseille fortement d'utiliser. Elle est présente sur tous les appareils à ultra courte focale, mais vous baisserez forcément la netteté de votre image et la résolution de l'image, que ce soit fait l'appareil crop. Donc je vous conseille de laisser le réglage du trapèze à 0 et de placer, de régler votre image parfaitement de manière manuelle. Ne laissez pas l'appareil le faire automatiquement pour être sûr de garder un piqué parfait et une résolution complète. Une fois que tout est installé, vous allez pouvoir donc profiter de votre BenQ, donc qui est équipé par défaut donc d'une clé USB qui est livrée avec une deuxième télécommande pour avoir les applications Android. Moi je ne l'utilise pas pour une raison toute simple, c'est que j'ai déjà un stick Amazon qui fonctionne très très bien, et que cette clé Android, ça n'est précisé quasiment dans aucune review, n'est pas compatible Netflix. Alors j'ai trouvé sur Reddit quelqu'un qui propose le fichier APK Netflix pour l'installer de force, entre guillemets, mais c'est du bidouillage, c'est quand même pas normal que pour un projecteur à ce prix-là, la clé multimédia qui est fournie avec ne contienne pas Netflix, qui est quand même la plateforme numéro 1. Donc pour moi, c'est totalement inutile, je ne l'utilise pas, j'utilise ma clé Amazon. Voilà, des retours que j'ai pu voir, la clé fonctionne, c'est pas super fluide, mais le fait que ce soit pas compatible Netflix, ça n'a aucun intérêt, et en plus il faut une deuxième télécommande. Ensuite, au niveau du haut-parleur, donc c'est comme une barre de son. On n'est pas sur un truc de fou, voilà, c'est mieux qu'une télévision évidemment, mais n'espérez pas sentir le sol trembler si vous regardez King Kong. Moi je l'utilise pas non plus vu que j'ai un home cinéma complet, mais voilà, c'est pas un truc de dingue. Ensuite, le bruit de fonctionnement, ça c'est un truc qui m'a beaucoup agacé parce que toutes les reviews disent « Oh, il est ultra silencieux, etc. » Ce n'est pas vrai, il fait énormément de bruit. Vous l'entendez très très clairement, même si vous êtes à 4 mètres, lorsque il n'y a pas de son qui joue, là vous entendez clairement la soufflerie en action, parce qu'il faut quand même refroidir le laser, donc c'est normal. Et quand vous regardez du contenu, si vous regardez Transformers, évidemment, quand tout explose, vous n'entendrez pas les ventilateurs, mais il suffira d'avoir un break au niveau du film, au niveau de la bande-son, pour entendre ce petit sifflement. Fort heureusement, le sifflement n'est pas aigu, il est plutôt dans les graves, et du coup on s'y habitue forcément. Et par exemple moi si je consomme du contenu la nuit quand tout le monde dort, que je veux pas faire trop de bruit, que je mets le volume très faible, eh bien j'entends en permanence les ventilateurs souffler, donc n'écoutez pas les reviews qui vous disent que les ventilateurs sont extrêmement silencieux, ce n'est absolument pas vrai. Il existe bien dans les réglages un mode silencieux, qui effectivement baisse le bruit des ventilateurs, mais on a l'impression qu'en fait ça baisse aussi la luminosité de moitié, donc ça n'a vraiment absolument aucun intérêt et c'est totalement inutilisable. Ensuite, au niveau des technologies dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient pour moi dans le cahier des charges, la 3D. La 3D est totalement incroyable et bluffante. Je dois vous dire que moi j'aime la 3D, Madame n'aime pas ça parce qu'elle a toujours trouvé ça désagréable, un petit peu flou, etc. C'est la première fois que je teste un projecteur qui fait de la 3D où il y a absolument zéro ghosting. Le ghosting, qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand il y a de la 3D, vous avez en fait deux images qui sont l'une à côté de l'autre, et alternativement, en fait, grâce aux lunettes et à la polarisation, au filtre polarisant des lunettes, on vous permet de voir une image et pas l'autre. Mais c'est jamais parfait, surtout si on a des images à fort contraste noir-blanc, vous voyez forcément un dédoublement de l'image, vous voyez quand même qu'il y a deux images. C'est 100% imperceptible avec ce projecteur. Il n'y a pas du tout de ghosting. Même si l'écran est noir avec un énorme texte blanc qui va sortir, donc le dédoublage est énorme, vous n'avez pas du tout de ghosting. Après, il y a un truc qui est fou, c'est que c'est la première fois que j'ai un projecteur aussi qui a cette technologie 3D où l'image, quand vous n'avez pas les lunettes, est totalement verte. Elle est complètement verte, donc c'est très bizarre, mais ça fonctionne parfaitement. Les effets de jaillissement, les effets de profondeur sont bluffants, surtout avec une toile 120 pouces.
La netteté est très très bonne. Le compensateur de mouvement, attention, ne fonctionne pas en 3D. Vous ne pourrez pas l'activer. Il ne fonctionne que en 1080p, en 4K, mais pas en 3D. La technologie DLP permet donc 60 Hz par œil, donc 120 Hz au total, donc ça fonctionne très très bien, vous n'aurez pas de mal de crâne ou quoi que ce soit, et vous pouvez avoir autant de paires de lunettes que vous voulez, et voilà, je n'ai pas eu une seule fois de perte de synchronisation. Vous pouvez inverser également la polarité, c'est-à-dire savoir si les reliefs sortent ou rentrent. Alors c'est pas un choix que vous faites vous, hein, c'est juste qu'il y a des films, suivant le support que vous allez avoir, où il va falloir vous appuyer sur la télécommande sur le bouton inversement, invert, et qui permet de avoir le réglage qu'il faut pour bien avoir les effets dans les bons plans entre guillemets, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans un menu, il y a un bouton directement sur la télécommande, pour ceux qui savent de quoi je parle, ça se règle immédiatement. Donc si vous aimez la 3D, c'est vraiment incroyable. La baisse de luminosité est très très faible. C'était le principal reproche que j'avais notamment sur mon vidéoprojecteur Sony, où bon, il y avait du ghosting, mais surtout la baisse de luminosité était telle que si tu regardais l'âge de glace, la neige n'était pas blanche, elle était gris foncé. Là, non, franchement, vous pouvez regarder du contenu 3D et c'est vraiment bluffant. Je vous invite à regarder des films comme Gemini Man ou Gravity. Gravity, ce n'est pas le même film quand vous le regardez en 3D dans ces conditions que quand vous le regardez en version normale 2D. Et de la même manière, pour ceux qui aiment aller voir la 3D au cinéma, c'est infiniment meilleur dans ces conditions-là qu'au cinéma. Je vous le redis aussi. Ensuite, l'interpolation d'image, c'était un critère pour moi important, parce qu'il y a des films où j'aime bien avoir cette interpolation quand il y a vraiment beaucoup de travelling. Réglée en mode moyen, franchement, elle est imperceptible, pas d'effet de caméscope, tout devient super fluide. Je n'ai vu absolument aucun artefact, donc de ce côté-là, franchement, BenQ, super boulot. Voilà, juste le regret que ça ne marche pas en 3D, alors que chez Sony, ça fonctionnait en 3D. Mais si c'est une technologie que vous aimez bien, quand elle est réglée comme il faut, c'est-à-dire pas à l'excès, l'interpolation d'image fonctionne parfaitement bien. Ensuite, on va en arriver donc à ce que vous attendez tous. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, l'image est belle et pas belle? Le piqué de l'image est absolument invraisemblable. Voilà, une fois que vous avez bien réglé votre focus, qui est bien réparti sur l'ensemble de la toile, je n'ai jamais eu de projecteur avec un piqué pareil. Voilà, je l'avais vu sur un test où il disait que c'était le plus net, la personne qui testait disait que c'était le projecteur le plus net qu'il avait pu tester, en sachant qu'il avait sous les mains un Vava 4K et le Optoma Cinema P2, et je vous le confirme, l'image est d'une netteté invraisemblable. Malheureusement, en vidéo sur YouTube, ça rendra pas pareil, mais je peux vous assurer que vous voyez quasiment les pixels lorsque vous approchez de la toile, tellement que le projecteur est net. Ensuite, au niveau des réglages des couleurs, comme je vous l'ai dit, bon, il y aura plusieurs réglages. Vous avez un mode filmmaker pour ceux qui aiment vraiment, les puristes, qui veulent vraiment le mode de couleur le plus proche de ce qu'a souhaité le réalisateur. Moi, le mien est réglé en Cinema Bright, qui est le mode où la colorimétrie est la plus juste. Le vidéoprojecteur, comme je vous l'ai dit, est paramétré et calibré d'usine par défaut, et le mode Cinema Bright est aujourd'hui celui qui couvre quasiment 100% de la colorimétrie souhaitée. Je vous donne pas tous les détails techniques, si vous allez sur le site de BenQ, vous avez toutes les courbes de colorimétrie, mais voilà, aujourd'hui en utilisateur lambda, on s'en fout de tout ça, ce qu'on veut c'est que l'image soit belle. Au niveau des noirs, j'ai vu beaucoup de critiques en disant que les noirs n'étaient pas assez noirs. 100% des gens qui disent ça, vous pouvez vérifier, ont projeté sur une toile non technique, une toile classique. Moi, en projetant sur une toile technique, je vous assure que les noirs sont très très bons. Ce n'est pas de l'OLED, bien évidemment, mais c'est infiniment meilleur que mon ancien projecteur Et du coup, voilà, quand vous regardez un film, les noirs sont vraiment noirs. De la même manière, le HDR qui était géré de manière totalement catastrophique sur le Optoma UHD 60, quel bonheur le HDR sur ce projecteur. C'est une des raisons qui m'a fait le choisir aussi, parce que les tests étaient unanimes en disant que le HDR sur le BenQ était le meilleur de la gamme. Je vous le confirme, le HDR est vraiment très 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 bon. La luminosité produite par le laser de 2500 lumens est largement suffisante pour absorber tout ce contenu et vous proposer du HDR de très très belle qualité. Donc franchement, c'est vraiment du bonheur pour tous les contenus. C'est vrai qu'avant, souvent, quand je mettais une galette 4K dans mon lecteur, ça passait en HDR, le projecteur baissait en luminosité, et franchement, c'était pas agréable. Là, c'est vraiment très très bien d'avoir de la 4K en HDR, parce que le projecteur sait vraiment vous la restituer dans les meilleures conditions. De la même manière, la première fois que j'ai allumé le projecteur, bon, ma dame était à côté, le premier choc qu'on a eu, c'est que de nuit, le projecteur,
l'image projetée, on dirait que vous avez une télévision de 120 pouces au mur. Le projecteur est tellement lumineux que vraiment, surtout si vous êtes dans le noir en fin de journée, c'est indescriptible en fait. Du coup, la réponse à la question est-ce que je peux prendre une télévision OLED 83 pouces ou un ultra courte focale 120 pouces laser, à trouver sa réponse rapidement. Franchement, si vous hésitez entre les deux comme c'était le cas pour moi, partez sur l'ultra courte focale avec un écran technique. L'image est aussi lumineuse, est aussi belle qu'avec une télévision. La personne sur Reddit que j'avais pu voir et qui m'avait décidé qu'il y avait ce dilemme avait acheté les deux produits et a rendu l'écran OLED et a gardé le projecteur. Je ferai la même chose, je pense, aujourd'hui si j'étais confronté au même cas. Donc si vous hésitez, que vous êtes dans le même cas de figure, allez-y, voilà. Le contenu est tout à fait regardable en pleine journée malgré le soleil. Donc j'ai filmé l'extérieur pour vous montrer la luminosité de la journée au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Donc le contenu est tout à fait regardable en journée. Vous n'aurez pas un contraste, une colorimétrie aussi folle que de nuit évidemment. Mais très honnêtement, le contenu est tout à fait regardable, ce n'est pas dérangeant. Au bout de 2 minutes, on n'y pense même plus. Donc en journée, c'est très très bien, en sachant qu'ici, du coup, je suis exposé avec le soleil qui tape sur les fenêtres. Qu'en Californie, les stores sont un peu merdiques, et que du coup, comme vous le voyez là, même fermé, ça laisse passer toute la lumière. Vous avez un vrai test en conditions réelles. Donc si vous hésitiez pour la journée, le BenQ produit assez de lumière avec un écran technique pour regarder du contenu en pleine journée. Ensuite, si jamais vous vouliez jouer dessus, voilà, c'est pas un champion, hein. La latence va osciller suivant les tests que j'ai vus entre 80 et 100 millisecondes. Pour jouer en solo, c'est pas gênant. Si vous voulez faire du multijoueur, vous serez peut-être un peu pénalisé. Nous, on joue avec la petite sur la Switch à Mario Kart et à Mario Deluxe. Franchement, il n'y a aucun problème, on peut scorer sans problème. Mais voilà, sachez-le, ce n'est pas un projecteur pour jouer. Penchez-vous plutôt sur le Epson LS500, qui est lui un projecteur destiné aux joueurs, qui n'est pas vendu au même prix, puisqu'il est vendu quasiment le double. Mais voilà, si c'était un truc qui vous intéressait, qui serait primordial pour vous, le BenQ n'est pas bon dans ce domaine. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous donner. Retour d'un utilisateur réel qui a acheté le produit pour lui-même. Il y a une offre de lancement ici en précommande, peut-être qu'ils feront la même en France, donc guettez si c'est un produit qui vous intéresse. À savoir qu'ici, on avait 10% de remise à la précommande et une paire de lunettes 3D offerte. Du coup, peut-être qu'ils feront la même chose lorsque le produit sortira en France. Aujourd'hui, je vous confirme que je suis ravi du produit, même s'il a fallu l'échanger parce que le premier était défectueux. Mais voilà, ça a rempli 100% du cahier des charges, mis à part le problème de la ventilation qui est très bruyante. Mais voilà, on s'y fait, et quand on voit le rendu qu'il y a à l'écran, franchement, c'est tout à fait acceptable, en sachant que tous les projecteurs ultra courte focale laser, DLP, font du bruit. Du coup, voilà, c'est juste une contrainte, mais on l'oublie rapidement, et le résultat à l'écran fait que, franchement, on lui pardonne. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions supplémentaires, à faire un tour sur Discord, le lien est dans la description, ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous êtes un rageux, passez votre chemin, voilà, allez ailleurs. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Et voilà, si vous aimez ce genre de contenu, voilà, il y en a régulièrement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer potentiellement la cloche. Alors je dis potentiellement pourquoi ? C'est un problème qui est récurrent, que les abonnés connaissent sur la chaîne, tandis que je produis du contenu à partir des États-Unis. Lorsque je l'upload sur YouTube, il n'est pas proposé aux viewers en France, donc il va falloir le chercher pour le trouver, mais souvent ma chaîne est en plus shadowban parce que je m'autorise un langage, un vocabulaire et des avis qui ne sont pas forcément appréciés par YouTube. Du coup voilà, il vaut mieux vous abonner et regarder si le contenu arrive, parce que voilà, si vous aimez ce que vous avez vu, il y en a beaucoup plus, il y a plus de 350 vidéos sur la chaîne, mais il sera rare, à moins de le chercher, de le trouver pour vous, vu que YouTube ne m'aime pas. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, j'espère que cette review sera complète à vos yeux. N'hésitez pas, voilà, à me contacter si besoin, et moi je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt, ciao ciao.